Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Encore plusieurs minutes à passer ensemble. On s'intéresse à présent au projet de digitalisation de l'état civil, un projet mis en œuvre par Enabel et financé par l'Union européenne. Nous en parlons avec Madame Kamara Djenabou Touré, elle est conseillère du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Bonjour et bienvenue à vous, Madame. Bonjour mesdames et bonne fête à vous. Merci. Et bonjour à vos millions d'auditeurs qui nous suivent actuellement. On va vous donner l'occasion de dire un mot rapidement sur le 8 mars. Le 8 mars, c'est vraiment la fête internationale des droits des femmes. Nous l'avons obtenue parce que des femmes ouvrières aux États-Unis se sont révoltées pour leurs droits. Mais il faut dire aussi qu'en Guinée, nous avons une histoire pour les droits des femmes. Il y a eu la révolte ici en août, 26 août, contre la police économique. Et 72, ce qui a fait que le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a dissous cette police économique qui était à l'encontre des femmes. Il faut aussi se dire que l'héroïne Balia a été une femme qui s'est révoltée pour ses droits et qui a perdu la vie, qu'on ne célèbre pas assez en février. Aujourd'hui, il faut se dire aussi que Hagia Mafori Bangoura n'était pas instruite, mais elle a été l'une des plus meilleures ministres de la promotion féminine en Guinée. On n'en parle pas souvent. Sans parler de Jean-Martin Cissé, qui quand même a honoré la Guinée vraiment au niveau des Nations Unies. Donc j'en passe, il y a beaucoup de femmes. La Guinée a une histoire pour notre droit. C'est notre fête aussi à nous. Bonne fête à toutes les femmes de Guinée. Merci. Et on va donc, avant de parler de la digitalisation, parler de l'acte d'état civil. De quoi s'agit-il et quelle est la situation de l'état civil dans notre pays? Merci beaucoup. Je ne suis pas conseillère du ministre Mori, je rectifie. Je suis quand même cadre du département actuellement travaillant à ses côtés au cabinet. Donc je commencerai par le remercier et remercier mon secrétaire général à travers eux. Tout le gouvernement de Mohamed Bouyavoudi et le président de la République pour l'opportunité qu'on offre à une femme, parce que c'est ce que nous demandons, de servir mon pays sur une question aussi sensible et aussi importante pour le développement économique de notre pays, qui est l'état civil, qu'on n'en parle pas souvent. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, et nous sommes en train de changer la vision des choses, donc pour améliorer l'état civil. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait déjà eu un travail au préalable qui a été fait, avec l'accompagnement toujours de l'Union européenne. Donc nous avons bénéficié d'une stratégie nationale de la réforme et de la modernisation de l'état civil qui avait 5 axes prioritaires. Premier axe, c'était le cadre juridique, revoir le cadre légal et institutionnel de l'état civil, parce qu'on a trouvé quand même, après l'étude qui a été réalisée sous la conduite de l'UNICEF, qu'on avait beaucoup de choses à reprendre, surtout sur les déclarations de naissance, de décès et les mariages qui sont des faits d'état civil. N'étaient pas assez recensés et on n'avait pas une situation claire des statistiques des faits d'état civil. Donc aujourd'hui, nous sommes passés d'une direction nationale d'état civil à un EPA, c'est-à-dire à l'ONECI, à l'Office national d'état civil et d'identification, donc il devient un établissement public à caractère administratif. Aujourd'hui, nous avons quand même attaqué notre premier axe qui est le cadre légal et institutionnel de l'ONECI. Donc il y a une commission, une note de service, une commission technique d'élaboration des textes législatifs et réglementaires est mise en place et on est en train de travailler sur ce cadre. Et aujourd'hui, avec la mise en place de l'ONECI, on aura une décentralisation complète de l'état civil. Au niveau régional, il y aura une direction régionale, une direction préfectorale. Et au niveau des sous-préfectures, il y aura une direction sous-préfectorale, des directions sous-préfectorales. Ensuite, on aura les centres primaires de déclaration, donc les centres principaux d'état civil, qui seront dans les communes urbaines, dans les grandes villes. Et aussi les centres secondaires qui peuvent être dans un quartier où, en tout cas, il y a l'affluence de la population. Voilà un peu la démarche que nous sommes en train de faire. Et pour revenir à la digitalisation avec l'accompagnement de l'Union européenne qui est exécuté aujourd'hui, le ministère est maître d'ouvrage, il faut le reconnaître, mais le travail d'accompagnement technique est fait par l'agence de développement belge qui est Enabel,
Et donc l'Union européenne continue d'appuyer ce domaine pour que au moins nous puissions travailler à digitaliser aujourd'hui l'état civil. D'accord. Alors, selon vous, pourquoi il est important de motiver les femmes à déclarer les faits d'état civil? Nous parlons des naissances, des décès et des mariages. Pourquoi il faut les motiver? Parce que chaque femme doit avoir une identité juridique et numérique. Sans identité, la femme ne peut rien faire. Une femme qui n'est pas déclarée, qui n'a pas d'acte de naissance, a des difficultés d'avoir une carte d'identité. Une femme sans carte d'identité ne peut pas accéder au financement, donc ne peut pas aller à l'autonomisation. Elle sera juste dans l'informel et nous ne pouvons pas le mettre dans un cadre de travail pour qu'elle puisse travailler à prospérer ses activités. Donc les femmes doivent s'intéresser pour que ceux qui n'ont pas d'identité, ceux dont on parle aujourd'hui en Afrique, les personnes dites personnes fantômes, qui sont des enfants fantômes, qui n'ont pas d'identité. Oui. Le plus grand nombre se trouve au sud de l'Afrique. Donc nous faisons partie de ce grand nombre. Il faut que les femmes qui quand même portent leur grossesse pendant 9 mois puissent aller déclarer la naissance de leur enfant. Cela n'était pas possible par le cadre légal. Mais avec le Code civil, en son article 221, aujourd'hui, la possibilité est donnée à la femme de déclarer son enfant sans attendre le père, ce qui était interdit jusqu'en 2019 à la femme guinéenne. Donc, c'est des avancées qu'il faut dire. Aujourd'hui, la femme guinéenne peut aller déclarer. Mais est-ce qu'elle le savent? Est-ce que c'est vulgarisé? Est-ce que ça ne doit pas être obligatoire? D'abord, l'extrait de naissance est gratuit. Ça, c'est la loi qui le dit aussi. Même si aujourd'hui, on reconnaît que les gens sont en train de payer 60 000 francs. Il y a des frais. C'est vrai, c'est des questions qui vont être discutées. C'est des questions qui seront discutées pour se conformer au Code civil guinéen qui, même à la charte internationale des droits de l'homme, qui fait de l'extrait de naissance une gratuité pour que chaque enfant puisse avoir une identité. Au-delà d'être enfant, mais chaque femme puisse au moins donner la possibilité à son enfant de rentrer à l'école. Oui. Vous savez, sans extrait de naissance, il est très difficile d'inscrire un enfant. On est obligé d'aller au jugement supplétif. Et quand vous allez au jugement supplétif, c'est qu'il faut avoir un tribunal de première instance près de toi et vous connaissez la situation de nos villages, de nos hameaux. Et vous connaissez aussi les travaux champêtres que font les 70% aujourd'hui de la femme. Il ne faut pas se tromper, le plus grand nombre des femmes se trouvent en zone rurale. Donc, pour une femme, abandonner son champ, abandonner son petit commerce, aller au tribunal pour avoir un jugement supplétif, revenir pour que son enfant soit inscrit. Et ensuite aller à la commune pour la transcription. Alors qu'on peut le faire dans un délai de 2 mois. Pour la transcription. Donc, la digitalisation viendra raccourcir tous ces délais. Nous travaillons à cela. Mais ça va aussi éviter que les gens ne falsifient leur âge, les dates de naissance. Quand tu es prêt, tu peux aller te faire un nouveau extrait. Ce n'est pas possible. L'extrait de naissance, c'est une seule fois. Et ça permet d'identifier la personne, de lui donner un identifiant unique à la naissance. Voilà un peu... Alors, vous parliez de la loi guinéenne qui accorde désormais à la femme de pouvoir déclarer la naissance. Est-ce que c'est le cas pour les décès, puisqu'on sait également que dans notre pays, le plus souvent, les femmes sont empêchées d'aller déclarer le décès de leur mari, puisqu'on pense que c'est une affaire d'homme? En fait, tous ces droits sont donnés à la femme. Faut-il qu'elles sachent qu'elles ont le droit, malgré le décès. Parce que quand on est infligé par un décès de ton conjoint, vous avez quand même nos coutumes et mœurs qui sont les pesanteurs aujourd'hui qui empêchent les femmes de déclarer l'enfant, de déclarer le décès. Parce que tout de suite, la famille pense que c'est à eux de faire. Mais la femme doit pouvoir se lever, prendre... Vous savez, il doit y avoir le certificat d'inhumation. Tout ça, c'est gardé par souvent la famille du mari. La femme n'a pas accès. Donc, c'est là qu'on demande à ce qu'on donne ces droits à la femme pour qu'elle puisse aller déclarer le décès de son mari et avoir le certificat quand même de décès de son conjoint. Mais tout cela, c'est nos cultures, nos coutumes qui nous empêchent d'avancer et d'appliquer ces droits. Donc, toutes les femmes, qu'elles soient journalistes, qu'elles soient institutrices, qu'elles soient dans les bureaux, nous devons aider à ce que toutes les femmes sachent aujourd'hui qu'elles ont ce droit de déclarer l'enfant, de déclarer le décès de leur conjoint. Et même dans les marchés, celles qui sont dans les marchés, parce qu'elles ne savent pas. Bien sûr.
Donc il y a toute une campagne de sensibilisation, de mobilisation des femmes pour qu'elles sachent quels sont les droits en matière de gestion du système d'état civil, donc des faits d'état civil. Voilà. Vous avez déjà, parce que je voulais parler de comment est-ce que vous allez amener ces femmes-là, vous avez parlé des campagnes de sensibilisation, c'est bien. Moi, je voudrais savoir en quoi consiste cette digitalisation. Vous nous dites que c'est une digitalisation, mais c'est quoi exactement la digitalisation? Merci beaucoup. Ça fait partie des axes stratégiques, c'est-à-dire on fait le cadre légal, on forme les gens, on renforce leurs capacités. Aujourd'hui, c'est sur 10 communes. C'est un projet pilote. On est en train d'essayer comment ça va donner. Et on commence par prendre les extraits de naissance, les extraits de mariage et les certificats de décès. Ils sont scannés, ils sont conservés dans une application qui n'est pas une application payante. Donc, dans chaque commune aujourd'hui, les 10 communes pilotes, très bientôt, la solution sera déployée et tous les registres existants seront scannés et conservés. Donc, ça fait qu'on saisit l'individu en fonction de l'extrait de naissance. On saisit votre état civil parce que vous êtes marié en fonction de votre acte de mariage. Si c'est une personne décédée, l'acte est là pour dire que la personne est. Plus loin, ça va amener à constituer le fichier central que nous appelons le fichier national de l'état civil. Pour que, dès qu'on interroge, on sait que telle personne est décédée, il doit sortir de l'état civil. Telle personne est née, ça sera automatisé, l'enregistrement des naissances est informatisé. Mais il ne faut pas se leurrer, nous n'allons pas abandonner les papiers, on va continuer avec les papiers pour que les gens puissent s'adapter à la technologie progressivement avant de dire qu'aujourd'hui, nous pouvons être des e-citoyens, nous avons tous notre identité. Et de notre salon, on peut rentrer sur le site, cliquer et demander à avoir une copie d'extrait de naissance à Zérékoré. Alors, vous êtes né à Zérékoré, vous êtes à Conakry, vous pouvez demander. Donc, l'objectif de la digitalisation, c'est d'arriver à ce stade, dématérialiser la gestion des faits d'état civil. Mais l'enregistrement se fait sur place quand même. Il faut se déplacer pour se faire comment ça va se passer avec les centres de santé, avec les hôpitaux? Est-ce qu'ils vont pouvoir enregistrer et envoyer ça dans un serveur comme ça se passe dans d'autres pays? Comment ça va se faire tout ça? Justement, c'est un processus qui est long. J'ai dit, première action, on essaie de reconstituer l'état civil existant. D'accord. Donc je pourrais aller avec mon extrait, l'intégrer. L'intégrer aujourd'hui. On commence par les registres qui sont dans les communes, ok? En dehors des registres qui sont dans les communes, on va faire la collecte, comme madame l'a dit. Vous savez qu'il y a des villes aujourd'hui qui n'ont plus de registres. Des déclarations de naissance, tout a été brûlé. Janvier, les événements de janvier et février 2007, au temps du feu général Lansana Conté, paix à son âme, tout a été brûlé dans des grandes villes. Je me rappelle qu'ils ont tout brûlé. Labé, Kankan, Zérékoré, ils n'en ont plus. Donc, pour reconstituer, il faut demander aux citoyens de ramener leur extrait de naissance pour pouvoir scanner, archiver et saisir la personne. Donc, les extraits seront numérisés, donc on fera une collecte. Donc, la procédure va être comme ça. Commencer par l'existant, ensuite faire une collecte au niveau de... Et après, au fur et à mesure, l'ONESI s'installe, parce qu'il y a un décret qui crée l'ONESI. L'ONESI, comme je l'ai dit, c'est une agence. Il y a les directions régionales jusqu'au niveau des sous-préfectures et les centres principaux et secondaires sont là, vont travailler maintenant auprès des citoyens à mobiliser pour que nous puissions accéder à ces actes et numériser ces actes. Et rendre s'il te plaît, madame, nous sommes d'accord que ces déclarations sont généralement faites par les hommes. On pense que c'est une affaire d'hommes. Nous sommes le 8 mars, journée dédiée aux femmes. Justement, à cette occasion, quel est le message que vous avez à adresser aux hommes en vue de motiver les femmes à s'adonner à plus de responsabilités dans ce sens? Moi, je dirais aux hommes qu'ils doivent tout simplement accepter de libérer, je dirais comme ça, ces droits aux femmes, parce que la loi donne vraiment droit aux femmes de déclarer les décès, de déclarer les naissances. Donc il faut que les hommes aujourd'hui nous accompagnent, acceptent que nous fassions la déclaration. Mais pour que les hommes acceptent que nous allions à ça, il faut que la femme ait les informations de son mari.
les informations de son mari, ça veut dire sa date de naissance. Si vous ne connaissez même pas son âge, c'est compliqué. Le nom de la mère, parce que quand vous allez pour déclarer, c'est les informations qu'on va. Donc, c'est là où nous demandons aux hommes, quand même, une fois que vous savez que de déléguer et de donner ces informations-là à leur épouse pour leur permettre de faire les déclarations de naissance. Voilà l'appel que je lance aux hommes. Je pense que dans les pays où les lois sont vraiment respectées, l'État lui-même l'État lui-même force, c'est obligatoire de déclarer les naissances, les décès. On va parler de questions sécuritaires par exemple. Vous savez qu'il y a des naissances, par exemple, là, une femme met au monde et peut-être 6 mois après l'enfant décède. Et l'enfant n'avait pas été déclaré avant. Après l'enfant décède, il n'est pas au registre. On ne sait pas après, l'enfant n'a pas été déclaré, donc on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'était un crime, comment l'enfant a disparu, on ne connaît pas. Donc comment rendre obligatoire les déclarations de naissance, les déclarations de décès et aussi le mariage aussi. Vous savez aussi comment ça va se passer avec les polygamies. Il y a des gens qui ont par exemple 2 déclarations de mariage à la mairie, ou 3 d'ailleurs. Bon, ça aussi, donc c'est 2 questions. Je vous dis, mes soeurs, la loi dit qu'aujourd'hui, pour qu'une femme, un homme aille à la polygamie, il faut l'autorisation de la première femme. L'autorisation écrite. Donc, pour que le maire célèbre le deuxième mariage, il faut l'autorisation. Nous savons que ça ne se fait pas. Il ne faut pas qu'on se leurre ici. Ça ne se fait pas. Parce que le gars, il t'a épousé à Matoto, il va se lever pour aller à la Je pense que la loi n'avait pas été promulguée puisque le président Alpha Condé n'avait pas signé. Non, je veux bien que vous alliez dans le Code civil de 2019. Vous allez voir que la polygamie est pratiquement autorisée. Parce que pour moi, c'est autorisé. Mais il faut l'accord de la première. Il faut l'accord de la première femme. Ouais. OK? Donc, cet état de fait, nous devons le prendre en traitant les faits d'état civil. Il faut que nous tenions compte que ce monsieur, c'est pour cela qu'il faut digitaliser. Parce que ce monsieur qui a introduit 3 extraits de naissance ou 4, on saura qu'à Zérekure, il a une femme, à Labé, il a une femme, à Conakry, il a une femme. Ça, c'est bien. Donc, on peut centraliser à travers l'identifiant. Vous allez prévoir cela à l'ONESI. Oui, mais on saura qu'il appartient à 3 familles ou à 4 familles. Donc vivement la digitalisation. Voilà, on comprendra. Et après, vous allez autoriser qui sera la femme à déclarer, par exemple, le décès du mari. Non, il faut que les femmes aussi travaillent à faire respecter leurs droits. En fait, c'est ce que moi je demande. Vous êtes la première épouse. C'est vous qui avez autorisé le mari à épouser une seconde, une troisième. C'est vous qui avez donné l'autorisation, c'est à vous d'abord de déclarer quand il y a décès. Il revient à celle qui a donné l'autorisation aux autres de déclarer. Première des choses, mais le décès peut se passer sur la seconde. Donc il faut qu'ils se mettent ensemble. Ça, c'est des mécanismes qu'on doit trouver. Parce qu'il ne faut pas aussi s'éloigner de nos coutumes. Sinon, à beau faire des lois, on ne va pas pouvoir les appliquer. Vous savez comment fonctionne notre société. D'où l'importance de les contextualiser. Voilà, justement. Donc, il y a une question d'humanisme. Je suis une femme, je suis dans un ménage polygame. Je ne vais pas quand même dire aujourd'hui que non, attention, ça ne se fera pas ainsi. Mais il faut mettre un peu d'humanisme. Il faut aussi travailler à ce que les femmes soient solidaires, quelle que soit la rivalité. Mais quand il y a une naissance, quand tu sais que ta coépouse n'a pas été à l'école, n'a pas les informations, tu peux quand même l'aider à déclarer. Mais au-delà de la femme, sachez que la sage-femme peut déclarer aujourd'hui la naissance. Là où l'enfant naît, si c'est dans une maison, le concessionnaire peut aller déclarer l'enfant. Mais je dis, ce qui bloque souvent, c'est l'absence des informations personnelles du père. Donc c'est là où j'interpelle les hommes à libérer ces informations pour que les femmes aussi aient ces informations. Mais demandez aux femmes aussi, bien avant le mariage, d'avoir toutes ces informations sur leur conjoint. Mais au-delà de ça, il y a des enfants qui naissent hors mariage, qui ne sont pas reconnus. L'enfant peut porter le nom de sa mère, jusqu'à ce que le père biologique reconnaisse l'enfant, et l'enfant peut faire des démarches au niveau du tribunal pour changer son nom de famille et aller au niveau de l'état civil, enregistrer le nouveau nom. Voilà un peu. Et pour les personnes qui ont falsifié leur extrait de naissance et qui tout ça, comment est-ce qu'on pourra corriger? Comment ça va se passer pour ces personnes-là? On prend l'extrait le plus ancien. Et si on l'introduit, vous ne pouvez plus changer. Ça, il faut qu'on convienne de ça aussi. Parce que l'extrait le plus ancien,
on estime qu'il y a plus de véracité. Voilà, Cet extrait contient vraiment des données plus ou moins vraies. Plus ou moins authentiques. Donc, on va se baser sur les premiers extraits. Parce que c'est pas, au vu de la loi, c'est interdit d'avoir 2, 3. On ne naît pas 10 fois. On naît En tout cas, en Guinée, il y en a qui ou les nez verts. Bon, ça, c'est vraiment une question anciens, plus complexe, hein, parce que les dates de naissance n'étaient pas, les déclarations n'étant pas faites à temps, et les parents n'étant pas instruits. Et il faut savoir que nous venons de loin. Avant la colonisation, avant que nous passions aux Français, c'était les événements. On retenait les événements quand il y a eu le grand vent, quand il y a eu tel incident. Donc, c'était des choses que nous retenions pour pouvoir dire. Donc, ce sont les nez verts. Mais il y a une solution qui doit être prise au niveau juridique. Toutes les personnes qui ne reconnaissent pas, qui ne savent pas le jour et le mois de leur naissance, la loi, une loi peut être prise pour les faire naître à une date indiquée. 1er janvier. Et ça, c'est dans le cadre électoral. On arrive au thème de cette émission très rapidement, quelques secondes pour terminer. Moi, je vous félicite La digitalisation. parce que je trouve un plateau 100% féminine, conduit par des femmes. Donc, je félicite Film FM pour ce plateau 100% femmes. Mais vous demandez aussi de nous accompagner dans la mobilisation des femmes. Ça doit être l'œuvre de tout un chacun de nous. Dans une émission, passer quelques secondes pour dire aux femmes, allez enregistrer les naissances de vos enfants. C'est déjà important et c'est l'appel que nous lançons. Vous pouvez participer aussi à cela. Et en dehors de ça, je ne peux que souhaiter très bonne fête à toutes les femmes, à mes sœurs de la Guinée et dire que nous avons des droits, beaucoup de droits qui sont dans la loi. La parité, c'est une réalité. Une loi non promulguée qui dépasse 15 jours, la loi rentre en vigueur. La loi sur la parité pour les postes électifs est en Guinée. Elle a été votée par l'Assemblée ancienne. C'est la parité, ce n'est plus 30%. Il faut que nous acceptions d'aller vers l'application de ces 50-50. Chères femmes, faites donc en sorte que vos enfants ne soient pas des fantômes, une triste réalité en Afrique. Madame Kamara Dienabou Touré, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cadre du département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Un grand merci à tous, aux équipes techniques, Tidiane, Ibrahima Silla et tous les autres. Ibrahima Sorilenkon Souma qui a réalisé cette émission. Merci également à toutes nos chroniqueuses, Maria Menabe, Diarra Girassi, Diana Diallo, Hadiatou Yassal et Aïssatou Bari. Mirador revient demain avec l'autre équipe.